Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux de partager avec vous quelques points de vue sur l'Afrique subsaharienne, et en particulier sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Mon propos sera organisé autour de 3 points. Dans un premier temps, je vais revenir sur les évolutions sécuritaires en Afrique de l'Ouest ces derniers mois. Dans un deuxième temps, je vais faire un retour sur la politique française vis-à-vis du Sahel, dont la composante militaire était importante. Et dans un troisième temps, je vais revenir sur les changements géopolitiques qui s'accélèrent dans cette zone comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne. L'évolution sécuritaire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, on peut le décrire de manière, disons, rapide, en quelques points. La situation sécuritaire s'est dégradée depuis les putschs tant au Mali qu'au Burkina Faso et maintenant au Niger. Ça, c'est la première constatation. Donc les pouvoirs militaires ne sont pas en mesure, en tout cas pour l'instant, n'ont pas fait la preuve qu'ils étaient plus efficaces que les pouvoirs civils qu'ils ont renversés. Le nombre d'attaques et de victimes a augmenté ces dernières années dans les 3 pays, et on a vu une accélération par exemple sur le Niger très très claire depuis le putsch du 26 juillet. Non seulement on a cette évolution, je dirais chiffrée, qu'on suit à travers des bases de données, mais on voit aussi par exemple qu'au Mali, depuis début du mois de septembre, on a des attaques régulières contre des cibles dures, c'est-à-dire contre des bases militaires maliennes par des groupes djihadistes. Généralement, dans la communication de l'armée malienne, celle-ci dit qu'ils ont repoussé les attaques, mais en réalité, ces attaques ont comme pour but à la fois d'humilier l'armée malienne, mais aussi de récupérer des armements et de repartir de la base. Ce qui finalement arrange le discours officiel qui dit généralement que l'on a repoussé ces attaques. Alors, quelles sont les extensions possibles de ce foyer djihadiste implanté, enfin de ces multiples foyers djihadistes implantés dans le Sahel central, au sud et à partir du sud et de l'ouest malien? On pourrait avoir dans les mois ou dans les années à venir des percées vers la Mauritanie, l'est du Sénégal et le nord de la Guinée. Ce que je dis là sont des conjectures, donc elles peuvent très bien ne pas se réaliser, mais il y a un potentiel d'extension vers ces zones. À partir du sud du Burkina, il y a une extension vers les pays du Golfe de Guinée qui sont déjà, étudiés par de multiples chercheurs. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les percées vers les pays du Golfe de Guinée sont géographiquement très limitées en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Par contre, la situation au Niger, pas au Niger, mais au Bénin, est plus difficile. L'implantation des groupes y est véritable. Les zones touchées par les violences se sont étendues depuis 2 ans. Pour compléter ce tableau, 2 derniers points sur les aspects sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Il y a le cas spécifique du Nigeria, où évidemment qui est touché, de nombreux États de cet État confédéré sont touchés par des violences. On a tous en tête évidemment la dynamique Boko Haram, mais au nord-ouest, ces 2 dernières années, le grand problème sécuritaire, c'est la structuration d'armées de bandits dans le nord-ouest, certains États du nord-ouest du pays. Et quand je dis que c'est un véritable problème, on estime qu'il y a au minimum 30 000 bandits qui ont la capacité d'encercler des villes moyennes et de lever le siège quand celles-ci versent un impôt. Donc on est
Dans une situation, vous voyez, au Sahel, en exagérant à peine, je dirais qu'on peut aujourd'hui partir de la frontière mauritano-malienne et aller jusqu'au lac Tchad en traversant des zones, en faisant des détours, mais en traversant des zones qui sont pratiquement toutes non contrôlées par les États. Voilà un petit peu ce qui se dessine. Et le dernier point que je voulais évoquer, et ça n'a échappé à personne, et ça a été mentionné par Thomas Gassillou, c'est un affaiblissement, en tout cas une fragilisation des pouvoirs civils. Là, je veux faire une liste de ces 3 dernières années, des putschs et des tentatives de putsch qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. Au Mali, 2. Au Niger, 2, au Burkina Faso, 2, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et Guinée-Bissau. Donc, j'ai additionné, j'ai rassemblé tentatives de putsch avérées et putsch réussis. Donc, on est dans une phase très particulière de fragilisation des pouvoirs civils, avec une tentation des appareils militaires d'intervenir dans le champ politique. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le retour sur le lourd investissement politique français au Sahel. Quand je dis lourd, il a été important du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue diplomatique. Il y a d'indéniables succès tactiques qui ont été réalisés. On ne le souligne pas assez, mais l'opération Serval a été un grand succès. Ensuite, l'opération Barkhane, qui est beaucoup critiquée, a tout de même permis de durement éprouver les principaux salafistes djihadistes qui étaient présents dans les zones d'intervention, évidemment, de Barkhane. Et l'appui aérien proposé par la France a permis pendant plusieurs années que les groupes armés soient en incapacité de se réunir en grand nombre pour attaquer des cibles dures ou des villes. Avec le retrait du partenaire français, cette couverture aérienne est imparfaitement comblée par les achats de drones que l'on a vus dans les pays sahéliens. Alors, pour revenir maintenant sur des aspects critiques, non pas de Barkhane en tant que tel, mais de la politique française vis-à-vis de cette zone. On voit, et je ne vais pas m'étendre dessus, on pourra revenir dans le débat, une grande difficulté du partenaire français à lire ce qui se passait politiquement chez les partenaires sahéliens. Notamment une incapacité à voir que la présence de Barkhane était de plus en plus impopulaire et aurait à terme un impact politique sur ces pays. Ça, c'était prévisible, ça a été prévu par des chercheurs ou même en interne dans certains ministères. Il y a eu des avertissements, mais ça n'a pas été intégré à la décision politique. Deuxième point de critique, on a aidé des appareils sécuritaires et des régimes qui étaient massivement corrompus. Et on n'a pas vu pendant, et ce n'est pas de la faute de la France évidemment, mais on n'a pas vu pendant cette présence militaire majeure de la France une évolution positive dans les pratiques correctives de ces appareils sécuritaires. Là aussi, je ne développe pas, il y a une littérature là-dessus. Donc à un moment donné, il y avait cette question qui n'a pas été tout à fait adressée. Troisième point, disons, de critique. Là encore, un problème de lecture de niveau politique, c'est qu'on n'a pas anticipé qu'au Burkina et au Mali, la classe politique qui était au pouvoir, qu'elle soit d'ailleurs civile ou militaire, elle était dans une vision de l'avenir très, très pessimiste, et c'est des gens qui craignent pour la cohésion de leur pays à terme. C'est-à-dire que les appareils d'État contrôlent un territoire de plus en plus restreint, une partie de leur territoire de plus en plus restreint.
Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'État et son appareil sécuritaire contrôlent peut-être 30 ou 40% du territoire, effectivement. Et ce sont des régimes qui sont en train enfin, qui imaginent le pire et qui sont capables et qui, à un moment donné, avaient des besoins que la France ne pouvait pas leur offrir, à savoir les livraisons d'armes massives. C'était ça qui était demandé. Et aussi une capacité pour les militaires de passer à des pratiques de contre-insurrection classiques, très brutales et sans droit international humanitaire. Ce que la France ne pouvait accepter, parce qu'elle a été évidemment éminemment critiquée dans les instances internationales, si elle avait appuyé une armée qui faisait des massacres dans des villages. Donc ça, c'était des points. Il y avait une espèce de décalage de plus en plus fort, notamment au Burkina Faso, mais surtout au Mali, sur ces deux points-là. Des demandes qu'on ne pouvait pas adresser parce que pour des raisons politiques internes. Le dernier point que l'on ne mesure pas peut-être encore assez, c'est que la France a évidemment engagé beaucoup de moyens militaires, mais a aussi engagé énormément de moyens diplomatiques pour le Sahel. Et elle a été chef de file de la communauté internationale, et en particulier des Européens, appui au G5 Sahel, création de l'Alliance Sahel, la coalition pour le Sahel, du P3S. Et finalement, tout ça a attiré les Européens à intervenir, notamment dans le cadre de la MINUSMA. Et disons, ce retrait des Français du Sahel, à la demande des Sahéliens, va impacter évidemment le poids de la France dans les institutions européennes, comme leader vis-à-vis du continent africain. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Tu veux conclure dans quelques... Oui, oui. La troisième partie sera assez rapide et ramassée. Sur les changements géopolitiques rapides que l'on a actuellement, création de l'Alliance pour le Sahel, l'Alliance des États du Sahel, donc 3 pays du Sahel qui sortent du G5 et qui menacent peut-être à terme l'UEMOA et la CEDEAO. La Russie qui investit massivement politiquement et maintenant militairement dans cette zone. Les Russes ne sont pas instigateurs de ce qui s'est passé politiquement au Sahel, mais ils appuient en armes au soutien contre-insurrectionnel et à la stabilisation, à la protection des régimes maintenant. Ils ont une offre assez complète d'un point de vue sécuritaire. Donc ça, c'est de plus en plus regardé, étudié, apprécié en Afrique subsaharienne. Et je finirai par le point suivant. Si je regarde la presse internationale, je voulais qu'en quelques semaines, il s'est passé des choses quand même assez intéressantes. À l'instigation du Mali, il y a eu un rapprochement entre des officiels russes et des officiels nigériens. On voit depuis la fin novembre, on en a parlé en Russie, de la naissance d'un corps africain, c'est-à-dire d'une partie de l'armée russe qui sera dédiée aux partenaires africains. Pour l'instant, c'est en gestation, mais on a des papiers de presse qui commencent. Le maire de la ville de Thiès, au Sénégal, a enclenché un jumelage avec la ville de Sébastopol en Crimée. L'Ukraine a décidé d'être plus présente en Afrique pour contrer la Russie. Le président biélorusse fait des visites officielles en Afrique subsaharienne, au Kenya et en Guinée équatoriale. Il ne vous échappera pas que la politique africaine de la Biélorussie était pour l'instant, en tout cas pour nous, chercheurs qui sommes faillibles, une espèce d'inconnu. Et enfin, on apprend il y a quelques semaines que la Hongrie va envoyer des soldats au Tchad. Évidemment, je ne dis pas que ces événements que je viens de mentionner sont en cohérence, mais ils dessinent un paysage en évolution rapide qu'il faut prendre en compte. Cet environnement géopolitique change rapidement.
Il y a une demande de plus en plus croissante de protection des régimes. Donc il faut qu'on se positionne vis-à-vis de ces questions. Voilà, je pourrais revenir sur chacun des points, évidemment, dans la discussion. Merci beaucoup pour cette intervention. La parole est désormais